Bonjour Nassouf Jailani. Bonjour. Qui êtes-vous, Nassouf Jailani? Alors, j'ai plusieurs casquettes. Dans la vraie vie, je suis journaliste pour France Télévisions Ouais. et accessoirement, j'écris de la fiction. Depuis combien de temps? Depuis les années 2000, depuis peut-être antérieur à ça, depuis le collège, parce que j'ai une expérience journalistique très tôt. J'avais le sentiment de vivre dans un monde faux, enfant déjà. Et donc avec des copains, on a participé à cette expérience du journal du collège et je pense que j'écris depuis ce moment-là. J'écrivais peut-être déjà avant dans ma tête parce que ce qui arrivait à Lille, ce qui arrivait à mon village m'interrogeait. Donc je pense que c'est des choses qui ont maturé depuis un moment. Voilà, et aujourd'hui, j'écris de la poésie d'abord, j'écris des nouvelles, je travaille sur des romans encore non publiés, et puis j'écris du théâtre surtout. Et on en parlera effectivement du théâtre, Nassouf Jailani. J'avais envie de vous recevoir, de vous inviter ici. Alors on est à la maison d'édition L'Harmattan, où un de vos ouvrages a été publié. Et cet ouvrage, c'est celui-ci. L'irrésistible nécessité de mordre dans une mangue. Ce sont des amis à moi en fait de Mayotte qui m'ont demandé de lire cet ouvrage et surtout qui m'ont conseillé de vous inviter. Parlez-nous de ce livre. C'est un recueil de 11 nouvelles qui se passe à la fois à Mayotte, à la fois aux Comores, notamment à Moroni, donc la capitale de l'Union des Comores. Et l'idée, c'est quoi? C'était de donner à voir quelle était la société mahoraise, quelle était la société comorienne à travers la littérature. Oui, c'est-à-dire que pour moi, écrire, c'est signifier qui je suis, d'où je viens et où je vais. Où je suis, j'arrive d'un archipel qui s'appelle l'archipel des Comores. Je suis né sur une petite île, l'île de Mayotte, administrée par la France, mais qui continue de vivre son histoire comorienne de façon apaisée, de façon douloureuse. Et écrire, c'est un peu ça, c'est interroger cette vie-là, ce métier de vivre-là, quand on est de là. Et d'en montrer aussi les complexités, parce qu'on a tendance à vouloir résumer, à vouloir parfois caricaturer, parfois même condamner sans comprendre, sans connaître. Et écrire, pour moi, c'est un peu donner un aspect, enfin comment je ressens aussi les choses. J'écris avec la peau, avec la sensation, comment je ressens les choses et j'essaie de tisser mes personnages un peu comme ça. Alors cet ouvrage-là, il est pas tout nouveau, hein, il date de 2014, mais quand on le lit, et pour celles et ceux qui s'intéressent à Mayotte ou qui ont été sur place, on comprend et on visualise des choses qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a ressenties. Parlez-nous de ce livre, L'irrésistible nécessité de mordre dans une mangue. Qu'est-ce que ce livre? L'irrésistible nécessité de mordre dans une mangue est un livre un peu d'humeur. J'avais envie de dire que cette histoire un peu comment dire franco-mahoraise présentée comme étant une histoire apaisée, demain ça ira mieux avec ce projet départementaliste. J'avais envie de poser ma table d'écriture en fait dans les villages, au milieu des cours des maisons, pour écouter, pour raconter un peu les gens comment ils ressentent les choses. Et je me suis rendu compte en fait que l'île grimace, les gens grimacent et ils grimacent pourquoi? C'est parce qu'ils vivent un mal-être en fait dans cette espèce de monde un peu merveilleux qu'on essaye de bâtir pour eux quoi. C'est une métaphore en fait, l'irrésistible nécessité de mordre dans une mangue, comme s'il y avait une espèce de nostalgie
de l'enfance, de ce monde fraternel. On oublie ce mot. Oui, humaine, une vie, enfin, des valeurs humaines, en fait. Je voulais revenir à ça et je me suis posé la question de savoir, mais est-ce qu'il n'y avait pas une nécessité pour nous autres de dire je, de dire nous, c'est-à-dire de nous réapproprier, en fait, l'autorité discursive, si je puis me permettre. C'est-à-dire parler en notre propre nom et dire notre réalité, et non pas laisser à d'autres le soin de nous définir. Cette départementalisation dont vous parlez, Nassouf Jailani, qui se ressent au fil en fait des pages de cet ouvrage, de ce recueil. Départementalisation qui a eu lieu en 2011 à la suite d'un référendum. Et Mayotte aujourd'hui, puisque vous êtes journaliste, et parlons aussi des faits et des chiffres, c'est 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, et 1 jeune sur 5 qui n'a jamais été scolarisé. Avec ces chiffres, est-ce qu'on peut dire que Mayotte, c'est la France? D'abord, ces chiffres sont effrayants. Quand on sait que la France est présente dans l'archipel depuis 1841 exactement. 1841. Donc, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et je ne cherche pas ici à chercher les responsabilités, mais quand même. Qu'est-ce qu'on a fait en fait de ce projet? Qu'est-ce qu'on a voulu faire, et c'est quoi l'horizon ultime? J'ai l'impression que c'était quelque part un sacrifice, c'est-à-dire que le projet, c'est le statut de département, peu importe comment on y arrive, mais on veut le paquet. On veut cette inscription dans la Constitution française, parce que c'était le sens du combat des gens des militants pro-département, et peu importe comment on y arrive, et c'est peut-être ça en fait ces chiffres, mais je ne peux pas avoir ce regard distant et dire bien fait pour nous. Non, je pense qu'il y a une part de responsabilité aussi, c'est-à-dire que je discutais avant que la départementalisation n'entre en vigueur avec la classe politique, enfin ceux qui ont une parole un peu libre, qui m'ont expliqué qu'en fait on s'est préoccupé du paquet, pas de ce qu'il y a dedans. Et qu'il fallait l'image. Qu'il fallait qu'il fallait y arriver sans forcément s'interroger sur comment on y arrive et qu'est-ce qu'on fait après. Et qu'est-ce qu'on fait après. Et ce que m'expliquait cet élu, c'est que on met la charrue avant les bœufs. La formule était de Chirac dans les années 80, mais cet élu m'expliquait que on n'a pas formé. Il lui fallut d'abord former les jeunes pour pouvoir occuper les postes à responsabilité, pour la mise en place en fait de ce projet politique. Sauf qu'on n'a pas formé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit un afflux. C'est la France. Donc on a ouvert les vannes. Les concours sont ouverts à toute la France. Et on voit arriver beaucoup des gens du Maghreb. On voit arriver beaucoup de gens de l'Afrique noire. Des gens qui ont la double nationalité française et qui sont en mesure d'occuper ces postes-là, et ils arrivent. On voit des gens arrivant des Comores indépendantes, ce que j'appelle moi les Comores indépendantes, qui ont été formés dans les universités françaises ou des pays arabes, de la Tunisie, d'Égypte, qui reviennent dans l'île et qui, ils sont français, et donc ils occupent les postes, enfin comme et chez des jeunes Mahorais, j'allais dire natifs natals, qui sont venus se former en France et qui y reviennent, ils assistent à ça et ils se disent mais et nous? Et se met en place une espèce de frustration qui fait que il y a tension. Comment vous personnellement dans votre entourage, dans votre famille, vous avez vécu la départementalisation?
euh, c'est compliqué. Moi, j'ai été toujours, j'ai un regard critique en fait sur ce projet, parce que pour moi, il aurait fallu, ayant fait une grande partie de mes études localement, il aurait fallu mettre le paquet sur la formation et non pas sur forcément le combat statutaire. Il aurait fallu préparer les gens. Il y avait pas jusqu'à 2011 d'université localement. Après le bac, il fallait sortir. Donc on nous déracine de l'île pour venir à Marseille, à Bordeaux ou à Paris. L'île ne les a pas attendus. Et ils se retrouvent dans cette UFM en fait, le semblant d'université mis en place par le président Sarkozy. On a juste changé l'appellation de l'UFM et on en a fait un semblant d'université. Mais à quoi on forme là-dedans, pour quel projet, enfin, c'est assez... bon, après, c'est récent, donc on peut pas... on n'a pas encore le recul voilà, nécessaire. Le recul nécessaire, mais il se trouve qu'on n'a pas préparé pour répondre concrètement à votre question, et je pense que on est dans une impasse. Il faut mettre le paquet aujourd'hui. L'urgent, c'est de mettre le paquet sur la formation et sur la formation professionnelle. Quand on parle de Mayotte, Nassou Djalani, on entend beaucoup, en tout cas dans un référentiel métropolitain parisien, on entend beaucoup immigration clandestine, immigration irrégulière venant des Comores. Tout récemment encore, il y a Erika Barrett, c'est la ministre des Outre-mer qui était à Mayotte fin septembre et qui a annoncé le projet de création d'une deuxième base de départ des intercepteurs au nord-ouest de l'île. Vous, quand vous parlez de cette question-là dans votre ouvrage L'irrésistible nécessité de mordre dans une mangue, vous écrivez ceci. Il n'empêche que nuit et jour, des bateaux de fortune défient une mer capricieuse. Qu'importe si la traversée coûte les yeux de la tête. En hommes, en énergie, en argent et en vies humaines. Qu'importe, car nuit et jour, la mer fauche des ballots de vie. Je ne peux me résoudre à l'idée que ce sont des vies désespérées qui tombent. C'est vers la lumière que ces vies tendent, et c'est vers les ténèbres que les vagues les précipitent. C'est un mur de corps déchiquetés qui se dresse sur l'océan Indien. Des corps assoiffés de vie et de quiétude qui flottent et s'enfoncent sous les eaux. Des corps d'hommes et de femmes résolus au départ, des corps d'enfants poussés à ces rendez-vous forcés avec la mort. Une avalanche de corps de femmes gonflés d'espoir d'un mieux-être ailleurs, une cargaison de corps fatigués de la privation, une cargaison de cœurs pressés d'échapper aux couperets qui menacent de s'abattre à tout moment. Il y a la réalité administrative, politique, ce contexte discursif dont vous parliez tout à l'heure, et puis il y a la réalité humaine, ces morts qui s'abattent sur les vagues de l'océan Indien. C'était important pour vous de rappeler que cette question-là comorienne, de l'immigration comorienne à Mayotte, c'était aussi ça. Oui, c'est une histoire humaine. On voudrait, si les gens avaient pu, ils mettraient des murs autour de l'île pour la protéger, ou alors j'ai même entendu des gens, alors est-ce que je l'ai entendu en rêve ou est-ce que je l'ai entendu réellement, qu'ils allaient investir dans des tractopelles pour aller creuser sous les îles comoriennes indépendantes, comme ça le problème serait résolu. Enfin, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est que on veut construire l'homme maoré nouveau, débarrassé de la souillure comorienne. Et je dis, enfin, les chiffres parlent de 3000, 4000 morts dans les eaux alors franco-comoriennes. Je ne sais pas, mais vers quoi on va en fait? C'est-à-dire que cet homme nouveau maoré que la France ou que avec la complicité de certains maorés veut construire, c'est un projet sans issue pour moi, parce que comment on élève des enfants dans ce contexte en leur faisant croire qu'ils n'appartiennent pas à cette histoire-là. Je ne veux pas me faire ici le militant d'un rattachisme comorien,
mais quand même. Mais d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez à la fois de Mayotte, vous parlez à la fois des Comores, sans réellement faire de distinction en réalité entre les deux. Vous parlez de Moroni comme si on était à Chiconi ou à Sada, on a l'impression d'être finalement dans le même territoire, et pour vous, vous faites pas de différence, c'est-à-dire que Mayotte fait partie des Comores. Oui, c'est l'histoire. Géographiquement parlant, de toute façon, c'est le cas, mais... C'est l'histoire, c'est l'histoire. Et cette chose qu'on veut construire de manière artificielle, c'est une fable. Et à cette fable, il y en a qui y croient, il y en a qui en font une vertu, un projet de vie. Et ce que je tente de faire modestement avec la littérature, c'est de dire que les fables sont des fables. C'est pour peut-être faire comprendre une réalité beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus violente, beaucoup plus merdique, et qu'il est urgent qu'on se regarde enfin. Et moi, j'ai été élevé enfant dans une cour au village avec des enfants de partout. Les gens sont mariés entre eux parce que ce sont les mêmes gens. Vous avez grandi à Chiconi. J'ai grandi dans le village de Chiconi. J'ai vu des oncles épouser des femmes de l'île d'Anjouan ou de Moélie ou de la Grande Comore. Ces enfants ont grandi avec moi dans la cour familiale. Et du jour au lendemain, on nous explique que nous n'avons rien à faire entre nous. Et ce qui est grave, c'est que il y a même des miens qui adhèrent à cette chose-là. C'est ce que j'allais vous dire. Et qui ont vu et qui ont vécu l'histoire des Comores indépendantes avec toutes les privations, avec le surplace, parce que les responsabilités sont partagées. Il ne s'agit pas ici de faire le procès ni des Mahorais ni de la France seule. Les responsabilités sont partagées parce que les pouvoirs comoriens successifs des Comores indépendantes ne font rien. On sait aujourd'hui que dans ces bateaux qui transportent des femmes, des enfants et des hommes à Mayotte, il y a des complicités des gouvernements insulaires. C'est ça qui est tragique. C'est-à-dire que oui, peut-être que, bon, il faut faire attention avec ces mots-là, mais dans ce crime qui se passe là, il y a des complicités partagées. Et c'est ça, en fait, qui est grave. Et je crois beaucoup en la littérature, je crois beaucoup en l'art pour ça. C'est de ramener les gens vers cette beauté qu'on refuse de voir. Est-ce qu'ils sont conscients de cette beauté dans laquelle ils sont noyés? Je n'en suis pas forcément convaincu. Enfin, en tout cas, l'urgent pour moi aujourd'hui, c'est qu'on puisse s'asseoir et considérer que les insulaires circulent parce que c'est comme ça, et ces batailles de papier, il faut en finir. Et on a assisté quand même à des scènes assez incroyables, tragiques, dramatiques ces derniers mois, où on a vu des Mahorais aller taper aux portes des cabanes de Comoriens, qu'ils soient d'ailleurs en situation régulière ou non, sur l'île, à les expulser, vraiment à les expulser, littéralement parlant, de leurs habitations. Comment vous avez vécu ces événements ces dernières semaines, ces derniers mois? Ça a été un coup de poing au cœur, ça a été dur. Moi, j'ai vécu les choses à distance, donc je ne vais pas faire l'injure à ceux qui ont vécu les choses de l'intérieur de parler à leur place, mais quand même, je pense que c'était prévisible. C'était prévisible parce qu'il y a un problème non seulement démographique, mais il y a un problème de circulation qui est empêché. De quoi je parle? Je parle de cette histoire de visa qui a apparu dans les années 90-95 avec Édouard Balladur, Premier ministre, qui oblige et les gens de Moélie et les gens de l'île d'Anjouan de monter à Moroni pour aller chercher un visa impossible à avoir. Donc là on parle des Comoriens, de ceux qui habitent deux îles dont vous parlez à l'instant. Oui, mais je veux dire, il faut prendre le problème à la racine. Quand on voit cette explosion de violence à Mayotte, c'est quoi?
c'est-à-dire que ce sont des populations qui ont considéré que à partir du moment où l'entrée à Mayotte est impossible, quasi impossible, ces gens se sont fixés sur un petit territoire de 364 km². Petit territoire, on dit 300 000 habitants aujourd'hui, mais est-ce que c'est pas plus? Certaines personnes, sous couvert d'anonymat, disent que c'est beaucoup plus. Donc, c'est-à-dire, il y a un problème démographique, concrètement, c'est-à-dire que les gens vivent où? Ce qui se passe, en fait, c'est un provisoire qui dure. Ce qui se passe, en fait, ce sont la plupart, des gens à qui des gens des bonnes âmes ont prêté un endroit, parce que c'est aussi ça la force de Mayotte. J'ai toujours connu une île qui a composé, qui a accueilli, qui a un grand cœur, et c'est ça aussi son histoire qu'il faut rappeler. L'île de Mayotte a développé ce génie d'accueillir, de composer. C'est peut-être le génie des petits peuples, en fait, d'ailleurs. C'est-à-dire de pas être ne pas avoir de division blindée pour faire la guerre, mais qui comme un roseau ne rompt pas. Il y a, quand on regarde les langues, par exemple, toutes les langues des Comores sont présentes à Mayotte, et même au-delà de Madagascar. Moi, je suis malgachophone, en plus de ma culture maorophone, et j'en sais quelque chose. C'est-à-dire que cette île, contrairement au reste de l'archipel, a eu cette capacité à montrer dans l'histoire qu'elle savait accueillir, jusque dans sa langue, ou dans ses langues. Donc, du jour au lendemain, assister à cette scène-là de violence, qui, vue d'ici, effectivement, ressemble étrangement à ce qu'on voit notamment en Afrique noire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était prévisible. Parce que quelque part, on a concentré un problème là, puis on a dit, regardons ce qui va se passer. Ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont fixés sur le territoire. D'ailleurs, le terme territoire est étrange. Ils se sont fixés sur l'île parce que, ce qu'il faut dire aussi, il faut avoir l'honnêteté de dire, ce sont la plupart du temps des travailleurs. Le marché de Mamoudzou, la plupart du temps, ce sont ces populations-là qui sont maraîchers, qui sont... Mamoudzou, c'est le chef-lieu du département. Ce sont ces gens qui travaillent, en fait, au marché, et qui participent aussi à l'économie peut-être informelle de l'île, mais donc c'est pas ou bien, ça peut pas être de manière catégorique, allez, c'est pas un problème que policier. Ce sont des problèmes humains, donc qu'il faut résoudre de façon humaine. Il faut s'asseoir et je crois qu'il faut sortir de ce face à face mahorais français. Il faut examiner les problèmes à la racine, et je crois qu'il faut dire aussi, de la part des Mahorais, pas en notre nom, c'est-à-dire ce que j'appelle ce surplace, d'autres diront, si on est sur le plan juridique, ce crime-là, pas en notre nom, parce que l'île a aussi une histoire musulmane. Le Coran dit, quand on tue un homme, on tue l'humanité. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'ailleurs, vous avez plusieurs passages dans votre livre, Nassouf Jailani, où vous parlez d'islam, où vous rappelez effectivement cette histoire musulmane qui est celle aussi de Mayotte, des Comores également évidemment, avec des passages du Coran que vous mettez, que vous avez mis à plusieurs reprises dans cet ouvrage-là. C'est important de rappeler ça aussi, que ça fait partie du récit historique de Mayotte. Absolument, il me semble que c'est ça aussi qui nous a socialisés, même si c'était une histoire de domination coloniale quand ils sont arrivés, mais je crois que c'est important aussi de revenir à ces valeurs-là, parce que on a tous été élevés à ça, et comment on se comporte au monde. Je crois que tout le pari, c'est comment
comment rester humain, comment continuer à être humain, comment on est humain en fait au monde. Et humain, ce projet d'humanité, c'est la reconnaissance de l'humain dans l'autre, et l'autre qui reconnaît en nous un humain. Et c'est ça qui fait que il peut y avoir société. Parce que sinon, nous ne serions que des barbares et des gens, des consommateurs, parce que c'est ça le projet aussi départementaliste. Je me souviens que jusque-là, on allait au champ pour aller s'approvisionner. Aujourd'hui, les gens sont terrorisés parce que qui on va croiser dans les champs. C'est-à-dire, il y a un tel boom démographique que le rapport à la propriété est bousculé. Bouleversé. Vous parliez de domination coloniale à l'instant. Il y a un passage de votre livre qui m'a beaucoup marqué, c'est la rencontre d'un de vos personnages avec son père et le conseiller d'orientation à Mamoudzou, donc au chef-lieu du département. C'est page 10 de votre livre. Je me souviendrai toujours de ce rendez-vous en ville, dans ce bureau étroit sur les hauteurs de Mamoudzou. Une véritable fournaise là-dedans. Mon père tenant tête à ce conseiller d'orientation, il fallait voir ça. Deux cultures entêtées se faisant face. Le ministère était clair, les statistiques devaient être bonnes, les filières techniques devaient faire carton plein, car il n'y avait pas de temps à perdre, il fallait former une élite, et vite. Les mauvaises langues racontaient que de toute manière pour M. Boute-en-Train, les broussards n'étaient faits que pour les métiers manuels, et qu'il ne servait à rien de continuer à croire que la jeunesse de ce pays pouvait prétendre à de longues et inutiles études universitaires. À travers ce rêve de réussite à construire, mon père cherchait à m'extraire de sa classe sociale. Son leitmotiv, voire de son vivant, la mutation sociale à laquelle il rêvait tant. Résolu, mon père ne voulait rien entendre des suggestions du conseiller. Pas question que son fils devienne le petit larbin de quelqu'un. Impossible que son rejeton obéisse un jour aux ordres d'un patron de surcroît blanc. La mémoire de l'esclavage était encore fraîche, le sujet était sensible, les nerfs étaient à vif, et l'ignorance historique des faits était tenace. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand moi j'étais à Mayotte. Il y a encore cette prégnance très forte du rapport à l'histoire coloniale et une lecture encore très raciale de la société, avec effectivement des personnalités de couleur blanche qui occupent des postes à haute valeur sociale et des Mahorais qui eux, ne les occupent pas. Oui, c'est quelque chose qui est très présent, même si les gens ne l'évoquent pas trop, parce que ça serait contradictoire avec le projet français auquel ils aspirent tant. Mais il y a cette espèce de violence rentrée chez un certain nombre de mes compatriotes, si je peux dire, qui ruminent ça. Il y a une espèce de ressentiment. De ressentiment. On ne va pas parler de racisme anti-blanc, mais quand même. De ressentiment, oui. De l'impression. Ils ont l'impression de ne pas ou de ne jamais être à leur place, ou comme si on exigeait d'eux qu'ils fassent quotidiennement la preuve de leur appartenance à la France. C'est-à-dire qu'ils sont nés français parce que c'est l'histoire, mais que quelque part, ils ne sont pas complètement français. Et donc et pas assez français pour occuper ces postes-là. Et alors qu'il y a des gens, là tout à l'heure on parlait de ceux qui n'avaient pas forcément les diplômes, etc. Mais il y a des jeunes, de plus en plus de jeunes surdiplômés même, qui rentrent et qui se retrouvent face à ce mur et qui s'interrogent et qui sur leur place. Qu'est-ce qu'on fait là? Et quand est-ce que c'est notre tour? Et bon, il y en a qui rentrent dans le rang, qui s'embarquent dans des projets politiques pour pouvoir rentrer par la petite porte, par la cooptation. Il y en a qui y arrivent, mais la grande majorité restent sur le bas-côté. Puis le ressentiment, il macère, il est là. Et qu'est-ce que ça va devenir, ça aussi? Parce que faut pas croire. Là, j'entends que les instituteurs vont descendre dans la rue. Manifester le 8 novembre. Donc c'est tout ça. Ces problèmes qui ne sont pas résolus, qu'on met sous le paillasson, et à un moment donné, ça explose. Là, il y a des volcans qui explosent par épisode.
Mais j'ai l'impression, si on ne les résout pas vite, on va aller au-devant de problèmes beaucoup plus graves. Vous habitez du coup en métropole, vous n'y êtes pas. Est-ce qu'il n'y a pas de la frustration au vu de votre implication, de ce que vous, voilà, de ce qui se remue en vous quand d'ailleurs vous nous en parlez de cette histoire mahoraise là. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration à ne pas vivre l'évolution de l'île? Oui, si je pouvais, je rentrerais demain matin, mais compte tenu de mon histoire personnelle, etc., tenant le discours que je tiens, pour dire les choses simplement, il y a c'est pas un discours politiquement correct localement, donc c'est peut-être une attitude un peu lâche, une attitude parce que je ne suis plus tout seul, donc aussi pour ne pas faire de tort aux miens, je préfère inventer mon archipel littéraire et injecter mes propositions à distance et essayer de réfléchir de manière apaisée. Mais bien sûr, si je pouvais, je rentrerais demain matin. Et d'ailleurs, il faut rentrer. Il faut sortir de ce provisoire qui dure. La plupart restent à distance et pensent que les problèmes vont se résoudre par eux-mêmes. Par eux-mêmes, mais il faut rentrer. Moi, j'avais fait une tentative. Quand ça? En 2006, je suis resté 2 ans. Et très vite, il a fallu en repartir parce que j'étais trop fragile. L'île mange aussi ses enfants. Parce qu'il y avait ce rouleau compresseur de l'histoire qui devait absolument nous amener vers ce projet départementaliste. Maintenant que la chose est là, qu'on est bien installé dedans, on se rend compte en fait que c'était une fable et que les promesses ne sont pas là, les promesses ne sont pas tenues. Peut-être que parce que les majorités ont changé, mais malgré tout, les gens continuent à vivre leur frustration et ils se rendent compte en fait que voilà, c'est pas du tout ce qu'on attendait. C'est-à-dire que quelque part, ils ont le sentiment qu'on vient leur faire les poches, alors qu'ils attendaient les minima sociaux qui ne sont pas là. Sauf qu'ils n'ont pas lu en fait le projet de départementalisation. Il y avait des étapes. À telle date, il y aura tel montant, à telle autre date, il y aura tel montant. Mais c'est pas au rendez-vous. Donc et vous, pour sortir de cette fable, du coup, vous invitez à rentrer dans la véritable fable, l'art littéraire. C'est pas quelque chose que les métropolitains, les gens qui sont éloignés du contexte mahorais connaissent de l'île. L'art mahorais, la littérature mahoraise, le théâtre, etc. Parlez-nous-en. Bah, quelque part, la pratique théâtrale, elle a toujours été, même si on n'a pas forcément les lieux, les endroits comme on l'entend ici, mais il y a des genres. Il y a des genres. C'est une île qui a beaucoup de pratiques culturelles, la danse, le chant, qui permettent aussi de socialiser en fait la population. Moi, j'ai fait partie de confréries, le confrérie Maoré, Kadri. J'ai appris le moulidi, une danse où vous chantez les louanges. Chante les louanges au prophète. Et c'est ma grand-mère a fait partie d'une autre confrérie qui est le daïra en fait localement. Donc j'ai toujours entendu ces chants merveilleux et qui m'ont et ça disparaît en fait avec la concurrence de la télé qui impose d'autres codes et qui sape en fait toute cette la classe politique en fait tellement préoccupée par le package, par le projet, s'est pas occupée de ça. Et du coup, aujourd'hui, ne serait-ce que la langue mahoraise est infestée le shimaoré et le kibouche, qui est une variante de la langue malgache, est complètement polluée par le français et du coup, ça se perd. Et puis les danses
Les danses, à partir du moment où il n'y a pas de lieu, où il n'y a pas de transmission, ça se perd et ça fout le camp. Et cette société, en fait, aussi peut-être grimace au temps parce qu'elle a perdu en fait ce qui la fonde en fait. Et vous essayez Oui. un peu, à votre niveau, de récupérer cette histoire-là, cette histoire artistique. Oui, récupérer, c'est peut-être pas le mot parce que c'est un mot polysémique, mais de faire revivre. De faire revivre. De faire renaître. Oui, je m'occupe d'une revue avec des amis, une revue qui s'appelle Projectile, et qui donne à voir, qui donne à lire en fait tout ce qui se fait sur le plan culturel, pas seulement dans l'île de Mayotte, mais dans l'océan Indien. On fait 2 numéros par an pour aussi donner à lire en fait les auteurs régionaux, parce que la plupart du temps, moi je me suis rendu compte de la richesse culturelle de la région une fois que j'ai été étudiant à Bordeaux, alors que à côté de nous, à Maurice, on avait des romanciers, des grands romanciers au Mozambique, aux Comores indépendantes, à Madagascar, et ce sont des auteurs qui ne sont pas enseignés en fait dans l'éducation nationale. On apprend les classiques français du coup, et pas du tout ces auteurs-là. Donc l'idée de la revue, c'est de donner à voir en fait tout ce qui se fait autour de nous, pour aussi conscientiser peut-être les gens. Et j'écris aussi de la poésie en langue locale avec cet éditeur en fait qui est distribué par la maison L'Harmattan, mais Comédite, qui est une maison d'édition comorienne, qui fait ce travail aussi de quelque part de militantisme en fait, pour créer à partir de nous-mêmes. C'est une espèce de réappropriation de nous-mêmes en fait qu'il faut faire. Et aujourd'hui je travaille avec une compagnie locale, une compagnie qui s'appelle Ariar, une compagnie qui fait ce travail de réappropriation de son identité. De son identité, oui. On a eu une première proposition, on a monté, la compagnie a monté l'un de mes textes qui a été présenté à Avignon. Donc c'est une façon aussi de prolonger cette histoire-là, de montrer une autre réalité aussi, autre que ce qu'on voit à travers les médias télé, même si je fais de la télé, mais il faut aussi une déconstruction du discours. Si vous pouviez nous conseiller une lecture sur cette réappropriation de l'histoire à la fois mahoraise et comorienne, quelle serait-elle? Bah, il y en a plusieurs. Une seule. Bah, c'est compliqué. Oui, je sais. C'est compliqué. Quitte à surprendre, je pense qu'il y a un livre qui est publié par l'Harmattan d'ailleurs. Que faire de Mayotte, c'est le titre. En fait, c'est un ouvrage qui a été écrit par un ancien préfet qui s'appelle Philippe Boissadan et qui fait. J'ai l'impression que c'est l'un des meilleurs livres d'histoire en fait sur la région et qui permet aussi d'expliquer le marasme actuel. Et qui est écrit par un préfet. C'est étonnant quand même. C'est étonnant, ouais. De sa part. Et de votre part à vous de nous conseiller cela. Oui, absolument, parce que parfois on pense que les meilleurs livres doivent forcément venir de l'intérieur, mais parfois il faut un certain recul. Oui, et il y en a un autre, je ne résiste Allez-y. à la tentation de vous parler de ce roman qui est actuel, qui s'appelle Tropique de la violence, un roman d'une Mauricienne qui s'appelle Natacha Apana et qui parle de ses enfants des rues, ces enfants arrachés à leurs parents qui sont renvoyés à la frontière et qui deviennent des monstres à Mayotte. Donc c'est un merveilleux roman, c'est l'un des meilleurs. Et la question de la délinquance juvénile à Mayotte est un vrai sujet, un vrai problème en ce moment. Merci Nassou Djalani. Merci à vous.